Marie-Josée est en train de nous rejoindre. Céline nous a rejoint aussi. À Toulouse aussi, il fait chaud, Virginie. Ouais, c'est compliqué là, ces températures en ce moment. J'espère que ça va pour vous et puis que ça va pour vos enfants, parce que la chaleur et le haut potentiel, ça va rarement ensemble. En tout cas, c'est bien quand on a un petit point d'eau dans ces cas-là. Donc, en tout cas, merci de prendre votre temps pour venir écouter cette micro-classe en direct. Sachez que chacune de vos présences me touche toujours beaucoup. Pour ne rien vous cacher, je sors du live de la formation professionnelle que je donne. Donc, j'enchaîne avec vous ce soir, mais c'est avec grand plaisir que je vous retrouve. Alors, on ne va pas trop perdre de temps. Les retardataires nous rejoindront. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas trop perdre de temps? En toute transparence, l'orage gronde autour de chez moi et j'aimerais bien arriver à vous partager ce que j'ai envie de vous partager avant que la connexion Internet et que tout saute. Donc, on va croiser les doigts avec moi, ça ne va pas sauter. Mais pour si jamais, on va quand même… Ah, Emmanuel! Tu sais que tu m'as donné l'habitude et que du coup, je me disais, mais Emmanuel n'est pas là. Tu vois, il ne faut pas me donner des mauvaises habitudes. Bienvenue Emmanuel, il y a Philippe qui est en train de se connecter aussi. Soyez tous et tous les bienvenus pour ce nouveau live. Alors, on se retrouve ce soir donc pour le 3e live inspirant. Je vous rappelle qu'on va se retrouver jeudi pour les rencontres inspirantes. Les rencontres inspirantes, c'est un espace dans lequel vous allez pouvoir venir rencontrer les membres de l'Académie des parents inspirants et puis vraiment avoir la parole, pouvoir venir partager vos défis, vos victoires, vos difficultés, vos questionnements, etc., etc. Mais dans le cadre de la micro-classe, c'est plutôt moi qui vais vous partager des choses. Comme d'habitude, je vais vous partager le contenu que je vous ai préparé et puis on prendra, comme toujours, un temps pour que je puisse répondre à vos questions si vous en avez. Je vous rappelle également que vous êtes ici dans un espace bienveillant, sécurisé. La vidéo n'est pas diffusée ailleurs que dans le cadre des portes ouvertes. Elle est hébergée sur YouTube, oui, mais en non répertorié, donc personne ne peut la visionner. Les seules personnes qui vont pouvoir visionner cette vidéo, ce sont celles qui ont choisi de rejoindre les portes ouvertes ou ma communauté. Et donc, on est entre nous. On est entre nous, vous êtes dans un espace qui est complètement sécurisé. Vous ne serez pas diffusé ailleurs, donc sentez-vous libre, si vous le souhaitez, d'allumer vos caméras et puis si vous ne le souhaitez pas, peut-être simplement d'interagir avec l'audio lors de la partie des échanges de ce soir. Alors, ce soir, on se retrouve pour se parler de mes meilleures stratégies pour accompagner votre enfant, pour l'aider à s'épanouir avec son haut potentiel. Ce qui est important que vous compreniez déjà, et ceux qui me suivent, je pense, l'ont déjà compris, mais un petit rappel, ça fait jamais de mal. J'ai pas de baguette magique, j'ai pas de solution clé en main, j'ai pas le truc miraculeux qui va vous permettre de sortir de toutes les difficultés ou de relever tous les défis que vous rencontrez avec vos enfants, ni pour vous, ni pour eux. Par contre, en effet, je pense qu'il est important quand on cherche à accompagner son enfant au potentiel. Et puis quand on cherche aussi à le faire de manière plus sereine, plus apaisée, sans se sacrifier, sans s'épuiser, c'est important de connaître certaines des stratégies. Et j'ai ce soir 2 stratégies principales à vous partager. L'idée, vous allez le voir, ça va être ensuite de voir comment vous, dans vos vies de famille, vous pouvez mettre ça en place, non pas sous la forme de petit 1, petit 2, petit 3 et sous la forme d'une méthode, mais sur la forme de comment est-ce que ça peut être chouette pour moi de le faire. Hello Sophie qui nous rejoint, bienvenue. Ok, la première stratégie que je voulais vous partager, c'est celle de changer de regard, ce que j'appelle moi de switcher. Comme parent, quand on rencontre des difficultés avec son enfant et puis que malgré tout, on a envie de mettre en place des choses qui vont lui permettre de s'épanouir, parce que toutes et tous qui êtes là ce soir et puis ceux qui regardent le replay aussi, je sais que vous avez tous la même intention et votre intention, c'est de faire en sorte que vos enfants s'épanouissent, que vos enfants deviennent un jour des adultes épanouis, bien dans leur basket, avec leur haut potentiel et avec tout ce qu'ils sont d'autre que leur haut potentiel, puisque je vous rappelle que vos enfants ne sont pas que leur haut potentiel, mais qu'ils puissent s'épanouir avec leur haut potentiel. Je vais vous inviter à switcher. C'est quoi switcher? C'est changer de regard. Changer de regard sur les comportements de vos enfants. Si vous êtes là ce soir, c'est probablement parce que vos enfants ont des comportements dérangeants,
inadapté, dérangeant. J'aime bien le terme de dérangeant. Et comme parent, qu'est-ce qu'on fait quand on a un enfant qui a des comportements dérangeants et puis qui nuisent à son épanouissement? Ben, on a tendance à aller chercher une solution pour résoudre ces comportements. Je sais que si ces comportements sont dérangeants, ben, ils le sont souvent pour vous, comme parents. Ils viennent nuire à une bonne ambiance dans votre vie de famille. Mais votre inquiétude, souvent, ce n'est pas celle-ci. Votre inquiétude, c'est mais s'il n'arrive pas à moins s'opposer dans sa vie, mais il n'arrivera jamais à garder un travail quand il sera adulte. S'il ne réussit pas bien à l'école et s'il n'est pas à l'aise dans le monde scolaire, ben, il ne va pas pouvoir faire les études qu'il aimerait faire et puis choisir sa vie professionnelle. S'il n'arrive pas mieux à gérer ses émotions, je vous laisse compléter. Mais c'est toujours dans nos esprits de parents, c'est toujours ça. Si ce comportement-là ne s'améliore pas, alors il va y avoir des conséquences possiblement dramatiques pour son avenir. Je vais vous inviter à regarder les choses autrement, sous deux angles différents. Le premier angle que j'ai envie de vous transmettre ce soir, la première stratégie que j'ai envie de vous transmettre ce soir, c'est de ne plus considérer les comportements de vos enfants comme des problèmes à résoudre. Ce n'est pas un truc qui est facile à faire parce que nos peurs, comme je viens de vous l'expliquer, nos peurs comme parents et puis les pensées qui viennent avec ces peurs sur les probables et possibles conséquences dramatiques en lien avec les comportements actuels de nos enfants viennent faire que la première chose qu'on a envie de faire comme parents, c'est trouver une stratégie pour que ce comportement s'arrête. D'accord? Et si on regardait les choses autrement? Et si les comportements de vos enfants n'étaient pas des problèmes à résoudre, mais n'étaient autres que le fruit de compétences que vos enfants n'ont pas encore développées? Comme parents d'enfants au potentiel, on est confronté à des enfants qui ont souvent une grande maturité, j'allais dire affective, oui et non, une grande maturité en tout cas, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de s'intéresser à des sujets qui sont bien au-delà de ce qu'on attend d'un enfant de leur âge. Ils vont être capables d'apprendre parfois des choses qui sont bien au-delà des enfants de leur âge. Et on en vient à oublier que ce sont quand même des enfants de leur âge. Le cerveau des enfants au potentiel, il a une construction, un rythme de construction qui est le même que ceux d'un enfant normopensant. D'accord? Ça ne va pas plus vite. Il ne va pas devenir plus raisonnable. Il ne va pas développer des compétences naturellement plus vite que les autres enfants. La somme d'informations qu'il va recevoir va être plus importante et va être traitée plus vite. Oui, mais son développement neuropsychologique ne va pas se faire de manière plus rapide que pour un autre enfant. Et chez les enfants à haut potentiel, comme chez les autres enfants, la plupart du temps, quand ils rencontrent des défis ou qu'ils adoptent des comportements qui sont dérangeants, ce ne sont que le fruit de compétences qu'ils n'ont pas encore développées. Je vous prends un exemple. Vous vivez dans une famille peut-être où il y a une fratrie, où il y a 1 ou 2 enfants, et vous observez régulièrement que votre enfant, il ne sait pas gérer le conflit et qu'il a tendance à se retrouver avec la poignée de cheveux de sa sœur dans la main quand il rencontre une difficulté ou quand il est en conflit. Est-ce que ça, c'est un comportement dérangeant? Oui, on n'a pas envie que nos enfants s'étripent à chaque fois qu'ils sont en conflit. Est-ce que c'est simplement le signe que votre enfant n'a pas encore développé les compétences nécessaires pour traiter ce problème autrement? Oui. La résolution de conflits, c'est typiquement une compétence à acquérir qui passe par partager son ressenti, exprimer son point de vue, entendre celui de l'autre, trouver du compromis. Toutes ces choses-là, ni vous ni moi ne sommes nés avec. On l'a appris, ce ne sont pas des compétences qui sont innées, ce sont des compétences qui s'acquièrent, d'accord? La première chose à faire comme parent, quand on rencontre des comportements de ce type-là avec nos enfants, ça va être de se dire, OK, c'est quoi la compétence qu'il n'a pas encore acquis? Là, on parle de compétences qu'on appelle les habilités sociales, les interactions avec autrui.
Si votre enfant, par exemple, n'arrive pas à se mettre à ses devoirs ou ne va pas spontanément prendre de l'avance sur ses cours, etc., etc., c'est quoi la compétence qui lui manque? Probablement l'autonomie. OK? Donc, vous voyez qu'à chaque comportement ou à chaque défi que votre enfant rencontre, derrière se cache une compétence qu'il a besoin d'acquérir. OK pour vous, ça? Alors, je sais que la question que vous allez me poser derrière, c'est oui, mais comment on fait pour l'aider à développer des compétences? Et oui, comment on fait? Les compétences, chez vous, comme chez vos enfants, elles s'acquièrent toujours de la même manière. Elles s'acquièrent par de l'expérience. Vos enfants, très souvent, hein, les personnes que j'accompagne viennent vers moi en me disant « mais oui, mais il me parle mal, il est irrespectueux dans sa manière de me parler, etc. etc. » Et pourtant, je lui dis de ne pas me parler comme ça. On va avoir comme parents tendance à penser qu'il suffit d'expliquer à notre enfant ce qu'on attend de lui pour que, comme par magie, le lendemain ou le surlendemain ou dans quelques temps, le comportement se modifie tout seul. Ça ne se passe jamais comme ça. D'accord? Vous le savez, vous l'observez dans vos vies de famille. Ce n'est pas parce que intellectuellement votre enfant a compris que vous parlez sur un certain ton était pour vous une marque d'irrespect que dans la demi-heure qui suit ou dans l'heure qui suit ou le lendemain, il va avoir modifié spontanément sa manière de vous parler. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il n'a pas développé de compétences. Vos enfants ne savent pas ce qu'ils ne savent pas et donc ils ne savent pas comment modifier un comportement. Donc, ils entendent bien que ce comportement-là, ce n'est pas le bon, mais ils ne savent pas par quoi le remplacer. D'accord? Donc, votre job de parent, ça va être d'identifier quelles compétences manquent à votre enfant et ensuite de chercher comment est-ce que je peux l'aider à développer cette compétence. Typiquement, si on reprend la manière de communiquer avec vous qui n'est pas une manière adaptée et puis qui fait qu'il rencontre des difficultés socialement à l'extérieur parce qu'il s'adresse de la même manière à l'institutrice, à la tante Ginette qui ne manque pas de vous le faire remarquer, etc., etc., eh bien, on va apprendre à l'enfant à prendre de la distance sur ses comportements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon enfant me parle d'une manière inadaptée. Spontanément, je vais lui dire, tu sais que tu ne me parles pas comme ça. OK? Mais du coup, je te parle comment? Et donc, on va lui expliquer, on va lui dire, tu vois, si tu m'avais dit, peut-être que c'est les mots employés qui vous ont blessé, peut-être que c'est le ton employé qui vous ont blessé. Il va falloir que vous soyez beaucoup plus précis sur ce que vous attendez réellement de votre enfant. Et puis ensuite, il va falloir l'entraîner. Parce que spontanément, dans son cerveau, le chemin le plus rapide, c'est quand je suis en colère après maman, il y a un réseau neuronal qui s'est créé et qui va directement à « j'utilise cette manière-là de parler ». D'accord? Pour recréer un réseau neuronal, il va falloir de l'entraînement parce que le cerveau, il va toujours aller au plus rapide. Et ce chemin-là, il l'a utilisé tellement souvent que votre enfant ne se rend même plus compte qu'il est en train de l'utiliser. Et souvent, je suis sûre que vous remarquez ça, quand vous dites à votre enfant « mais tu sais que je ne veux pas que tu me parles sur ce ton-là », il vous dit « mais quel ton ?» Il ne se rend même pas compte. C'est le chemin neuronal le plus rapide. Pour créer un nouveau chemin neuronal qui va inclure peut-être l'usage d'autres mots, d'un autre ton, il va falloir l'entraîner. Il va falloir l'entraîner à adopter un autre mode de communication. Comment on fait ça? Déjà en lui montrant l'exemple. Déjà en nous reprenant nous-mêmes quand on voit, vous savez, ces moments-là où tout d'un coup on se met à parler à nos enfants ou à nos conjoints ou à nos amis ou à nos collègues de travail de manière un peu inappropriée parce que ça ne passe pas par le cerveau et que c'est tout dans de l'émotionnel, d'accord? À se reprendre en disant « Oh, waouh, t'as vu comment j'ai parlé, le ton que j'ai employé, les mots que j'ai employés? Attends, 2 secondes, je vais reformuler. » Donnez l'exemple à vos enfants. C'est comme ça qu'ils vont développer des nouvelles compétences. D'accord? C'est vraiment en vous-même leur montrant le chemin. Comment est-ce que je fais moi comme maman
pour m'améliorer chaque jour dans les comportements qui me semblent pas si OK que ça, parce que c'est comme ça que je vais donner l'exemple à mon enfant. Si quand je suis très en colère, j'ai tendance à crier, je peux m'auto-flageller en me disant « Oh mon Dieu, j'ai crié contre mon enfant, je suis donc une maman horrible », ou je peux simplement dire « Ok, t'as vu, là, j'ai crié quand j'étais en colère après toi. Qu'est-ce que j'apprends de ça ? Je me sens pas bien. Hein. Quand j'ai crié, je me sens coupable d'avoir crié. Je vais m'engager la prochaine fois à essayer de faire autre chose. Peut-être je vais essayer de mettre de la musique. Peut-être plutôt que de crier, je vais danser. Peut-être plutôt que de crier, je vais aller m'isoler. Peut-être plutôt que de crier, je vais aller courir 10 minutes pour me décharger. Mais en tout cas, je vais montrer à mon enfant que le comportement que j'ai adopté, qui n'est pas satisfaisant, eh bien, je vais m'en servir comme d'une expérience pour la prochaine fois essayer autre chose. D'accord ? Et c'est comme ça que je vais élever mon niveau de compétence. Ce qui est important que vous entendiez aussi, c'est que ce n'est pas parce que j'ai défini que la prochaine fois, plutôt que d'arracher la poignée de cheveux de sa petite sœur, on a décidé avec mon fils qu'il allait plutôt sortir de la pièce et puis aller faire autre chose. S'il va le faire, peut-être qu'il va falloir lui rappeler. Tu te rappelles, on a dit que dans cette situation-là, on était OK pour que tu essayes d'adopter tel autre comportement. Et puis, quand il va adopter ce nouveau comportement, on va valoriser ça. On va lui dire « Waouh, super, tu te rends compte, tu as réussi à sortir de la chambre. Waouh, je suis super fière de toi. Oui, mais je suis quand même très en colère après elle. Oui, OK, tu es super en colère après elle, mais tu as réussi quand même à modifier ton comportement. Ça, c'est génial. Ça te permet de pouvoir choisir maintenant. OK ? On va vraiment aller sur la valorisation de ce nouveau comportement attendu. Emmanuel qui dit « Il faut donc aussi avoir des comportements dérangeants de manière intentionnelle. » La perfectionniste de base, pour ensuite pouvoir se reprendre et lui apprendre. Oui, et on peut même le jouer. On peut même le jouer. Vous savez, c'est typiquement, tiens, puisqu'on parle de perfectionnisme, c'est typiquement, je vais rater un gâteau, je vais le faire un peu trop cuire pour montrer à mon enfant comment je réagis quand je suis en échec. Est-ce que je balance le gâteau et que je suis trop nulle et que je me dis à moi-même des horreurs, c'était vraiment trop nul, tu aurais quand même pu penser à surveiller le four ou à mettre une minuterie et puis regarde, c'est du gâchis, etc., etc. Ou est-ce que je vais simplement dire, waouh, mon gâteau, il est pourri. Ok, demain, j'essaierai d'en refaire un, mais je vais mettre une minuterie cette fois, comme ça, je serai tranquille. Ce que vos enfants ont besoin de voir de vous, c'est le chemin, c'est pas l'arrivée. C'est pas maman qui crie pas, c'est comment maman elle a réussi à faire pour pas crier quand elle a super envie de crier. Si maman elle crie jamais, elle va pas m'enseigner à comment elle fait quand elle a vraiment envie de crier. Hein. Il va falloir que maman elle crie au moins un coup pour que elle puisse ensuite me partager c'est quoi sa stratégie pour plus crier. Je mets beaucoup d'énergie pour rester calme. Non, on ne met pas d'énergie. Emmanuel, on arrête de mettre de l'énergie pour être quelqu'un d'autre. Vous êtes déjà parfaite et parfaits, tous et tous tels que vous êtes. Ce dont votre enfant a besoin, c'est que vous soyez vous. Si vous criez, vous criez. OK ? Et derrière, on en fait un truc. On se dit, OK, là, j'ai crié, je déteste crier, je m'aime pas quand je crie, ça me renvoie une image de moi que je déteste. Je vais partager avec mon enfant que je déteste avoir ce comportement et que donc, à partir de demain, au lieu de crier, je vais mettre de la musique et je vais même l'inviter à me rappeler de mettre de la musique quand je commence à crier. Je vais même l'associer à ça. Vos enfants ont besoin de voir votre chemin. Ils n'ont pas besoin de voir là où vous êtes arrivé. Sinon, comment ils font pour apprendre des nouvelles compétences ? Sinon, qu'est-ce qu'ils croient ? Ils croient qu'un matin, ils vont se réveiller et qu'ils vont arriver à canaliser leur colère de manière adaptée. Ça ne se passe jamais comme ça, hein, ni pour vous, ni pour moi. C'est parce que j'ai pris conscience que le comportement que j'adopte ne me convient pas, que de cette expérience, j'en tire la conclusion que ce n'est pas ce que je veux et que je vais aller expérimenter autre chose. Et peut-être que si j'ai décidé de mettre de la musique, peut-être que ça ne m'aura pas calmé du tout. Eh bien, c'est OK,
je partagerai que ouais, bah, le truc de la musique, c'est pas mon truc, hein. Ça m'a énervé encore plus. J'avais encore plus envie de crier. Donc demain, je tente de mettre les baskets et d'aller courir. Montrez à votre enfant que vous essayez des choses. Et vous allez voir, je peux vous l'assurer, vous allez voir que vos enfants vont vous imiter. Vos enfants vont faire comme vous. Ils vont se dire, oh, ben là, j'ai crié. Ah, ben, j'aime pas ça quand je crie. Ben, demain, je vais essayer de faire autrement, hein. Et peut-être ils n'y arriveront pas. Et ce sera OK qu'ils n'y arrivent pas. Et on continuera de les encourager en leur disant, tu sais quoi, moi, je sais qu'un jour, tu vas trouver le truc où tu vas pouvoir être en colère sans tout casser dans la maison. Je sais que tu vas trouver le truc. Et on va continuer de chercher ensemble qu'est-ce qui va être OK pour toi. Qu'est-ce qui va vraiment être raccord avec qui tu es. Développer, je vais essayer la musique, dit Roselyne. Ouais, la musique, aller courir, vous isoler, il y a plein de choses à essayer. Vos enfants vont développer des compétences comme vous, comme parents, en faisant des nouvelles expériences. La parentalité, c'est comme grandir pour un enfant, c'est faire et vivre des expériences et en apprendre quelque chose. OK ? Donc, c'est vraiment sortir pour vos enfants de ces injonctions de ne fais pas ci, arrête de faire ça, etc. pour, tiens, quand tu fais ça, comment tu te sens, toi? C'est chouette d'avoir arraché une fois que c'est redescendu, hein, parce que tout de suite, ouais, c'est chouette, ça a fait du bien. Mais quand tu as arraché la poignée de cheveux de ta sœur, là maintenant, 2 heures après, comment tu te sens avec ça? Ah, bah, je m'en veux, hein, parce que j'ai dû lui faire vachement mal quand même. OK. La prochaine fois que tu vas être en colère contre elle, par quoi tu pourrais remplacer ça? Ah, bah peut-être que je pourrais taper dans un punching ball ou taper dans un coussin. OK. Est-ce que tu es OK que la prochaine fois que je sens que c'est un peu chaud entre ta sœur et toi, je te rappelle que ce que tu as choisi, c'était d'aller taper dans un coussin? Ouais, je veux bien que tu m'aides. Vos enfants vont avoir besoin de vous. N'imaginez pas que vous allez leur dire, OK, on remplace la crise par aller taper dans un punching ball et que spontanément, le lendemain, quand la crise va démarrer, il va aller taper dans le punching ball. Ça n'existe pas. À la télé, éventuellement, mais dans la vraie vie, dans nos vraies vies à nous de parents, ça n'existe pas. Par contre, quand vous sentez que ça monte un petit peu, que le cerveau est encore un petit peu disponible chez votre enfant, vous lui disiez, hey, tu te rappelles notre discussion l'autre jour? On s'était dit que si vraiment tu sentais la colère monter, tu allais taper dans le punching ball. Viens, je viens avec toi. Et puis tu vas taper un bon coup. Puis peut-être même je vais taper avec toi. Là, oui. Là, oui, votre enfant va s'entraîner à adopter ce comportement. D'accord? Donc, il y a vraiment besoin de votre soutien pour développer des nouvelles compétences en étant vous-même un meilleur modèle, en ne cherchant plus à être parfait, mais en montrant à comment vous faites quand vous êtes moins que ce que vous aimeriez être. C'est tellement important. Comment je fais quand j'ai moins d'énergie que ce que j'aimerais avoir? Ben moi, je vais faire une sieste. Et puis d'autres vont regarder une série. Et puis d'autres vont faire autre chose. Mais verbalisez-le, partagez-le avec vos enfants. N'imaginez pas que vous allez perdre en crédibilité en montrant vos vulnérabilités à vos enfants. Vous allez gagner en autorité et en crédibilité parce que vos enfants vont enfin pouvoir se dire que maman ou papa est un être humain comme eux et que lui aussi, il n'arrive pas toujours du premier coup à faire ce qu'il aimerait faire et que lui aussi, il cherche à être une meilleure version de lui-même. Et ça, c'est inspirant pour les enfants. OK? Philippe qui nous partage, effectivement, je remarque en donnant l'exemple moi-même, ça marche. Peut-être ça met en jeu la sympathie spécialement développée chez les enfants HP. Alors Philippe, oui, il y a cet effet de mimétisme qui est encore plus fort chez les enfants HP en lien avec cette sympathie. Vous avez raison, mais il y a aussi le fait que, comme je vous partage depuis le début des portes ouvertes, vos enfants, ils sont branchés en Bluetooth avec vous. Donc s'ils sentent chez Emmanuel que maman, elle est archi en colère, mais d'apparence, elle essaye d'être zen, elle essaye d'être calme, elle essaye, comme dirait mon amie Nancy Doyon, elle essaye d'être la maman caillou qui s'énerve jamais, qui parle toujours d'une voix très douce et bienveillante. Votre enfant, il sent que là, il y a un truc qui joue pas, parce que lui, il est branché sur vos émotions et il sent bien que maman, elle est super en colère. Et donc, quoi que va dire maman, il va s'opposer, il va rajouter des comportements dérangeants, comme pour faire en sorte que maman se mette enfin en colère et que ça vienne remettre de la cohérence dans mon monde. Ah, j'avais raison de sentir qu'elle était en colère.
OK? Alors que si vous exprimez une colère spontanément et que si la manière dont vous l'avez exprimée n'est pas OK pour vous, ne répond pas à vos valeurs, ne répond pas aux parents que vous aimeriez être, bah, ce n'est pas grave, vous vous engagez juste demain à faire mieux. On est des êtres humains, on n'est pas des machines. Et vos enfants vont apprendre de vous que ce n'est pas grave d'avoir le mauvais comportement à un moment donné. On peut toujours s'améliorer. On peut toujours faire mieux le lendemain. Donc ça, c'est vrai du côté pour vous comme parents, c'est vrai du côté de vos enfants, mais du côté de vos enfants, ça va demander de l'accompagnement. Ça va vous demander d'avoir des discussions sur ces expériences. Comment c'était pour toi quand tu as eu tel comportement? Comment tu t'es senti? Je ne sais pas si vous prenez conscience d'à quel point vos enfants, quand ils font des crises, par exemple, après les crises, se sentent profondément coupables. Ils ne sont pas bien. Hein. Je ne connais pas d'enfants, j'en ai jamais connu dans mes accompagnements, d'enfants qui se réjouissent d'avoir fait en sorte que papa ou maman sortent de leur gond, qui se réjouissent d'avoir pourri le dimanche après-midi qui s'annonçait si joyeux. Les enfants se sentent coupables de ça. Donc, l'idée, c'est d'aller les responsabiliser sur les comportements, mais en les accompagnant, sans leur lâcher la main. Alors, disant, OK, comment tu te sens après cet après-midi de dimanche où tu n'as pas voulu partir du parc et où, du coup, toute la ville a su que tu ne voulais pas partir du parc. Tu te sens comment maintenant? Ouais, pas terrible. Mais j'avais vraiment pas envie de sortir du parc. Hein. Ouais, OK. Mais là, maintenant, quand tu y repenses, quand j'y repense, je t'ai gâché ton après-midi et puis vous allez avoir des enfants qui vont très bien vous dire, hein, tu travailles toute la semaine et puis c'était ton jour de repos et puis moi, j'ai crié et du coup, après, tu étais en colère et puis on n'a pas passé une bonne journée, etc., etc. OK. Comment on fait dimanche prochain quand on va au parc pour pas que ça se reproduise? C'est quoi qui t'aiderait à quitter le parc plus facilement? Qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'autre pour voir si ça marche mieux pour toi? Associez vos enfants à la recherche de solutions. Ce sera 1000 fois plus efficace que la prochaine fois qu'on va au parc, tu ne cries pas, sinon on n'y retourne pas. Pourquoi? D'abord parce que vous y retournez toujours. 100%, dans 100% des cas, Sophie rit parce que ça lui parle, mais parce que vous y retournez toujours. OK. Et puis aussi parce qu'on n'a pas aidé notre enfant à développer une autre compétence, qui est celle d'exprimer son désaccord à un moment donné de manière qui peuvent être entendues. OK. Emmanuel qui dit, après les crises, même une fois calmé, le mien est dans la fuite. Il a beaucoup de mal à en reparler, même tranquillement. Probablement car les difficultés durent, il a perdu confiance. Oui, et puis parce qu'il se sent coupable. Et donc, il fuit parce que reparler de la situation, c'est revivre de la culpabilité. Et c'est être à nouveau cet enfant qui n'est pas conforme à ce qu'on attend de lui. Les enfants au potentiel, hein, vous le savez peut-être, mais ont rarement les comportements qu'on attend d'eux et donc se vivent comme défaillants, se vivent comme un truc à réparer, quoi. OK? Donc, reparler d'une crise avec un enfant qui a déjà une faible estime de lui-même, c'est lui rappeler qu'il a une fois encore pas été l'enfant qu'on attendait qu'il soit. OK? Par contre, si on est dans la recherche de solutions avec lui, et ça va prendre du temps de modifier ce fonctionnement-là, Emmanuel, hein, ça va demander, oui, est-ce que toi, tu montres l'exemple et puis est-ce que on dédramatise aussi les situations. Vous savez, je vous dis souvent que vous avez le droit à 70% de bonnes mamans et 30% de mamans où on fait un peu n'importe quoi. Les enfants, c'est 60%, 70%, ils ont le droit de faire des erreurs et 30%, c'est chouette quand ils ont le comportement attendu parce qu'ils sont en train de se construire, eux. Donc, ça peut être aussi une discussion autour de ça. C'est OK que ça ce soit compliqué pour toi, c'est normal, tu n'as pas encore développé la compétence. Viens, on va réfléchir ensemble sur comment tu peux faire. Peut-être ça va passer par des jeux de rôle. Quand c'est des difficultés dans les relations sociales, on peut faire des soirées de jeux en famille ou quand on parle de cette manière-là, comment tu peux réagir. Peut-être ça va passer par, en termes de gestion des émotions, peut-être que ça va passer par tout un tas de solutions mises à disposition. Et puis, t'inquiète, on va finir par trouver celle qui va être OK pour toi. Croyez en vos enfants, croyez en leur capacité à développer des compétences qui vont leur faire naturellement lâcher les comportements dérangeants. OK? Est-ce que ça vous parle, ça? Emmanuel, Sophie, Marika,
et les autres, Roselyne, Marie-Josée, Virginie, etc. Dernièrement, j'ai pu l'aider à se calmer dans une crise en reconnaissant qu'il était en construction et ça ira mieux demain. C'est ça. Il y a vraiment chez les enfants à haut potentiel cette difficulté de se sentir l'enfant qui pose problème. Ce sont souvent, ils se considèrent comme des enfants problèmes. OK? Donc, à nous, à vous, parents, de les aider à concevoir que c'est OK de faire des bêtises, c'est OK de s'être trompé, c'est OK de ne pas avoir choisi le bon comportement. Par contre, qu'est-ce qu'on s'engage à faire demain? Qu'est-ce qu'on essaye de nouveau? Et de grandir la confiance dans le fait qu'il va trouver. Oui, pour l'instant, quand il est en colère, il retourne le salon. OK, un jour, et lui verbaliser, un jour, tu vas trouver une autre façon d'exprimer et je vais t'aider à la trouver, cette autre façon d'exprimer. On va essayer plein de trucs. Et il y a un moment donné, on va trouver la bonne. Philippe qui partage, oui, pour ma part, je confirme, les jeux de rôle, c'est très efficace. Ça a résolu un comportement inadapté à l'école que l'école même n'arrivait pas à résoudre. Et là, Philippe, vous voyez bien qu'on est typiquement dans un développement de compétences. On a entraîné un nouveau comportement et en entraînant un nouveau comportement, spontanément, votre enfant a lâché l'ancien. Pourquoi? Parce qu'il a plus de gains à apporter le nouveau, à adopter le nouveau. Il y a ça aussi. Quand on demande à nos enfants de lâcher un comportement, il faut que le comportement qu'on est en train d'entraîner, qu'il y ait un gain pour l'enfant. Un gain dans une meilleure relation. C'est pas forcément un gain, c'est pas forcément la carotte, c'est même, je vous conseille d'ailleurs pas la carotte, jamais. C'est une meilleure qualité, une meilleure relation. C'est plus de rire en famille, c'est des activités qu'on ne faisait plus, qu'on peut refaire. C'est ça les gains. Dans le concret de sa vie quotidienne. OK? Ça, c'était la première chose, le développement des compétences. Donc, je vous invite vraiment à jouer, parce que j'ai envie que vous mettiez de la légèreté aussi dans votre parentalité. Jouer à quand votre enfant a un comportement pas adapté ou qui rencontre lui-même un défi, qui soit en lien ou pas avec son potentiel, avec sa personnalité, avec son caractère. Jouez et incluez vos enfants dans ce jeu à chercher quelles compétences est-ce qu'il pourrait bien développer qui va lui permettre de faire autrement. OK? Ça peut être un jeu. Je vous assure qu'on peut mettre de la légèreté, profiter de l'été pour mettre de la légèreté dans vos relations avec vos enfants et de plutôt que de focaliser sur le problème, de focaliser sur le comportement défini comme un problème, focalisez-vous sur par quoi est-ce que j'aimerais que ce soit remplacé? Qu'est-ce que j'aimerais que mon enfant fasse d'autre à la place? Pas parce que ça va me rendre la vie plus facile, mais parce que ça va lui permettre d'être plus épanoui dans sa vie future. Et puis après, comment je l'entraîne à faire ça? Toujours en lui montrant, toujours en donnant l'exemple, mais on peut aussi mettre d'autres choses en place. OK? Deuxième stratégie, je vous ai dit, j'en ai deux pour vous. Donc, on a vu là pour l'instant le développement des compétences, switcher. Les comportements de vos enfants ne sont pas des problèmes à résoudre, mais ce sont des compétences à développer. Deuxième chose à switcher, les besoins de vos enfants. Les comportements dérangeants de vos enfants ou les défis qu'ils vivent ou les défis qu'eux-mêmes rencontrent sont soit des compétences qu'ils n'ont pas encore et c'est normal. C'est normal, à 10 ans, 15 ans, de ne pas savoir gérer ses émotions. OK? Je vous le rappelle, je vous fais une petite piqûre de rappel. C'est normal. J'en ai 46, je ne sais pas toujours bien les gérer. Je pense que pour un peu tout le monde ici, qui peut prétendre savoir gérer ses émotions? Ça, c'est un truc dans notre société, c'est un truc fou, ça. On demande aux enfants d'avoir des compétences que nous-mêmes, comme adultes, on n'a pas. C'est assez dingue quand même si on réfléchit 2 secondes. OK, donc compétences à développer et puis réponse à des besoins. Les besoins, les enfants au potentiel, ils ont les mêmes besoins que tous les autres enfants. OK, on ne va pas aller inventer des besoins. Mon chat vient de faire des siennes, ils ont les mêmes besoins que tous les autres enfants, mais ils en ont en plus. Et les besoins qu'ils ont en plus, ils sont vitaux pour eux. Besoin de sens, besoin de cohérence, besoin d'authenticité. Besoin de sens. Si dans la relation que vous mettez en place avec vos enfants ou dans les demandes et les attentes que vous avez envers eux, ils ne trouvent pas le sens, le pourquoi est-ce que c'est important de faire ça,
alors vous n'obtiendrez rien de vos enfants. Le besoin de sens chez les enfants à haut potentiel et chez les personnes à haut potentiel, de manière même plus globale, c'est un besoin vital. Si vous êtes vous-même concerné par le haut potentiel, et je sais que vous êtes nombreux ce soir à être vous-même concerné par le haut potentiel, allez regarder votre besoin de sens. Est-ce que quand il y a des décisions qui sont prises dans votre entreprise, dans la vie politique, qui manquent de sens, est-ce que ça vient vous chercher? Est-ce que ça déclenche de la colère? Est-ce que vous avez envie de vous soumettre, de vous y soumettre quand ça n'a pas de sens? Un enfant au potentiel ne se soumettra jamais à une décision qui n'a pas de sens pour lui. Et c'est la précision vraiment. Ouais, le pourquoi, Emmanuel, absolument. C'est vraiment la petite nuance. Il faut que ça ait du sens pour vous. D'abord, pour tenir l'attente que vous êtes en train de mettre en place. Jamais un parent ne pourra tenir une décision si elle n'a pas de sens pour lui. Si vous déterminez que c'est essentiel que votre enfant reste à table tout le repas, mais que mais que vous avez décidé ça parce que vous l'avez appris, parce que la tante Ginette vous l'a répété 1000 fois aux réunions de famille que quand même il pourrait rester à table, parce qu'on vous a dit qu'à la cantine il ne pouvait pas tenir à table, et que donc vous en avez déduit que c'était super important qu'un enfant reste à table, d'accord? Mais qu'à l'intérieur de vous, vous en foutez chez vous s'il reste à table ou pas. Ce n'est pas un truc important dans votre vie de famille à vous. Bah, vous ne tiendrez pas. Vous allez lui dire 1 fois, 2 fois, 3 fois de revenir à table, et puis la 4e fois, vous allez lui dire, bon, allez, vas-y, va manger ton dessert sur la banquette. Vous allez avoir perdu de l'énergie à essayer de tenir un truc qui n'est pas aligné avec ce que vous pensez être juste. Vous allez abîmer la relation avec votre enfant parce que vous allez générer du conflit pour un truc qui n'est pas raccord avec ce qui est juste et bon pour vous. Ce qui n'exclut pas d'enseigner à votre enfant que c'est OK à la maison de sortir de table parce que dans cette famille-là, ce n'est pas important que les enfants restent à table, mais que la règle à la cantine, c'est de rester à table. Vos enfants sont intelligents, hein, ils sont capables de savoir dans quel lieu on adopte tel comportement. OK? Les interminables négociations, car il veut comprendre et avoir raison. C'est ça, c'est ce besoin de sens. Il veut comprendre parce que quelque chose qui n'a pas de sens pour un enfant à haut potentiel, c'est forcément ce que nous, comme adultes, on a tendance à appeler de l'autorité, mais qui en fait est vécu comme de l'autoritarisme par les enfants. Si je demande à mon enfant de faire quelque chose qui n'a pas de sens pour lui, ce qu'il entend, c'est « maman est en train de décider pour moi ». Et les enfants à haut potentiel, ils n'aiment pas bien qu'on décide pour eux. Les adultes non plus. Encore une fois, je vous renvoie à vous. C'est toujours important aussi de regarder ça. Mais si ça n'a pas de sens et si le seul sens qu'il peut raccrocher, c'est « cette personne est en train d'essayer d'avoir du pouvoir sur moi », il va se défendre contre ce pouvoir. Les enfants au potentiel, vers l'âge de 3-4 ans, ils ont un sentiment d'être un individu unique, complet et entier. Vers l'âge de 3-4 ans, ils vous ont demandé pourquoi c'est les adultes qui décident et pas les enfants. Vers l'âge de 4-5 ans, ils vous ont dit « mais pourquoi est-ce qu'il faut que moi je vous voie les adultes et qu'eux, ils me tutoient ?» Ils n'ont pas cette notion de hiérarchie, les enfants à haut potentiel, parce qu'ils se considèrent eux-mêmes, à mon sens à juste titre, comme des individus uniques et respectables au même titre que les adultes. Donc la tentative de prise de pouvoir par quelque chose qui ne fait pas sens pour eux, elle est vouée à l'échec en permanence. Donc ça va induire quoi? Pourquoi? Parce que je cherche à mettre du sens. Et puis ça va conduire à de l'opposition et je cherche à avoir raison parce que je veux reprendre le pouvoir qui est en train d'essayer de me voler là. Si tu es en train de décider pour moi sur un truc qui n'a pas de sens pour moi, tu es en train de me voler mon pouvoir de décision, moi je vais le reprendre. Et donc je vais te démontrer par A plus B que c'est moi qui ai raison. Si je donne du sens à mon attente, alors j'augmente largement les chances que mon enfant collabore avec moi.
Parce que le sens que vous allez donner dans vos vies de famille, et j'ai aucun doute là-dessus, c'est, si on prend les exemples basiques, hein, la douche, je vous parle de ça parce que j'entends mon fils qui est en train d'aller se doucher, la douche, si je détermine qu'à 19h, il faut qu'il se douche, j'ai 98% des chances d'entrer en conflit, en négociation, etc. Pourquoi? Parce que je prends du pouvoir. Si je détermine que c'est important dans cette famille qu'on se douche tous les soirs, parce que là, il fait 36 degrés, qu'on transpire tous et qu'on dort quand même vachement mieux quand on est moins transpirant et qu'en plus, s'il veut avoir une chance d'être à côté de moi sur la banquette pour regarder un truc sympa dans un moment, c'est mieux qu'il ne pue pas des pieds. OK? J'ai mis du sens. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas tenter de me dire « Ouais, non, mais j'irai dans 30 minutes » ou ça veut pas dire que spontanément, je vais obtenir sa collaboration, mais je vais quand même augmenter mes chances qui finissent par y aller sans être entrés dans du conflit et de l'opposition systématique. Donc, la question du sens, quand vous avez un comportement opposant, dérangeant de votre enfant, demandez-vous s'il a bien compris pourquoi est-ce que c'était important. Et puis, quand il n'y a pas de pourquoi, parce que des fois, comme parents, on se retrouve un peu piégés. Et quand nos enfants nous disent pourquoi et qu'on leur dit parce qu'adorent les enfants au potentiel, c'est souvent parce que nous-mêmes, on ne trouve pas trop de sens à ce qu'on est en train de leur demander. Donc, ça va vous demander à vous aussi d'aller mettre de la clarté sur c'est vraiment important pour moi qu'il se douche à 19h ou en vrai, je m'en fous tant qu'il va se doucher. C'est vraiment important pour moi qu'il finisse son assiette ou en vrai, ce qui compte pour moi, c'est qu'il ait suffisamment mangé pour être rassasié. C'est vraiment important pour moi, ceci, cela. Ça va vous demander à vous d'aller regarder qu'est-ce qui est vraiment important. Parce que vous ne pourrez pas défendre quelque chose qui n'est pas important pour vous. Et quand vous n'avez pas d'autre réponse à donner que parce que, rappelez-vous que c'est que vous êtes en train de rentrer dans un jeu de pouvoir et que vous êtes en train d'exercer un pouvoir sur votre enfant. Et on peut même le parce que, je vais vous dire un truc, même avec les enfants au potentiel, on peut dire parce que je suis fatiguée, parce que là, j'ai envie que ce soit facile, parce que là, pour un soir, si ça pouvait être simple, ça me ferait vachement de bien. Le parce que, il peut être aussi parce que pour vous, c'est confortable, hein. Juste exprimez-le. Parce que ce soir, j'ai pas envie de me battre avec toi. Ça donne du sens aussi. D'accord? Donc, n'allez pas toujours chercher un sens profond à vos décisions de parents, mais juste partager le sens que ça a pour vous maintenant. Et puis, quand vous êtes coincé dans le parce que, vous aussi, servez-vous de cette expérience pour vous dire, OK, j'ai pris l'habitude de lui dire qu'il fallait qu'il se douche à 19h, mais en vrai, si j'y réfléchis, j'ai un peu du mal à argumenter sur le fait que c'est à cette heure-là et pas à une autre. Peut-être que c'est un truc qu'il faut que je lâche. OK? Allez vérifier que ça a du sens pour vous. Et surtout, allez vérifier que cette décision-là, c'est celle qui est juste et bonne pour vous à ce moment-là. Je vous parlais du deuxième besoin qui est le besoin d'authenticité. Je vous parle beaucoup dans mes accompagnements, dans mes newsletters, sur mes posts, etc., de cette notion d'authenticité. Et je me rends compte qu'elle n'est pas forcément très claire pour tout un tas de personnes. C'est quoi être authentique? Être authentique, c'est rien d'autre que de prendre la décision qui vous paraît être la meilleure pour vous et pour votre enfant à ce moment-là. C'est rien d'autre que ça, l'authenticité. C'est aujourd'hui, avec mon état émotionnel, avec ma fatigue, avec les émotions qui vivent en moi, avec tout ce qui fait ce que je suis à ce moment-là, voilà quelle est, à mon sens, la meilleure décision à prendre. Peut-être que demain, l'orage aura éclaté, il fera moins chaud, j'aurai moins travaillé, je serai moins fatiguée, et donc j'en prendrai une autre. Typiquement, les heures de coucher, typiquement, les temps de jeux vidéo, typiquement, toutes ces choses-là. Si vous annoncez de manière authentique quelque chose à votre enfant, n'imaginez pas qu'il va le prendre pour acquis. Typiquement, si aujourd'hui je travaille énormément, je suis peu disponible, et donc j'autorise mon enfant à faire un peu plus de jeux vidéo que d'habitude parce qu'en vrai, je n'ai pas grand-chose d'autre à lui proposer aujourd'hui. Et que je lui verbalise ça, que je lui dis, tu sais quoi, aujourd'hui, là, avec ce qu'on va vivre aujourd'hui, c'est OK que tu fasses un peu plus de jeux vidéo parce que
j'ai rien d'autre à te proposer et puis bah, il faut bien que tu t'occupes et je sais que c'est une occupation qui est plaisante pour toi. Mais par contre, demain, je vais avoir moins de travail et donc demain, probablement, tu auras un peu moins de temps de jeux vidéo parce qu'on va faire autre chose. On va aller au lac, on va aller se promener, il y aura autre chose à vivre. N'imaginez pas que votre enfant va vous dire « Ouais, mais hier, j'ai eu 3 heures. » Ouais, hier, tu as eu 3 heures dans ce contexte-là. J'ai pris cette décision en authenticité. Vous aurez beaucoup plus de mal à faire accepter une décision qui soit toujours la même, quelles que soient les circonstances. Pourquoi? Parce que votre enfant, branché en Bluetooth contre vous, il va sentir les fois où vous faites appliquer cette décision parce que c'est une habitude, parce que vous pensez que c'est la meilleure chose à faire dans notre société, dans notre monde, plutôt que je prends cette décision parce que là, je suis raccord avec ça. Et je sais que même s'il se roule par terre et qu'il fait pipi par terre, c'est OK pour moi, je sais que là, c'est la bonne décision. OK? Philippe qui partage pour les enfants en bas âge, c'est peut-être encore plus important qu'ils nous voient nous-mêmes réellement et profondément convaincus de ce qu'on leur demande avant même de lui expliquer le pourquoi. Tellement, Philippe. Et en vrai, même pour les enfants qui ne sont pas en bas âge. Votre enfant, avant que vous ayez ouvert la bouche, il sait déjà s'il va vous croire ou s'il ne va pas vous croire. La sympathie dont vous parliez, Philippe, mais aussi cette connexion émotionnelle très importante. Et rappelez-vous, votre enfant, quand il était bébé, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais je sais que oui, les enfants à haut potentiel, ils passent leur temps à nous scanner. D'accord? Ils nous observent tout le temps. Est-ce que vous avez vécu ces moments où votre enfant dit « Ouais, mais pourquoi tu fais cette tête-là » Bah, parce que j'en ai pas d'autre, parce que c'est ma tête. On n'a pas la sensation d'avoir une mimique particulière, mais eux, ils l'ont vu. Eux, ils ont senti qu'il y avait quelque chose dans notre état interne, dans notre état émotionnel qui était différent d'habitude. Et donc, tout à fait, Philippe, au moment, avant même que vous ayez énoncé une décision, votre enfant sait si cette décision, elle est authentique parce qu'il sent si toute la communication non verbale est raccord avec ce que vous allez exprimer. Si c'est raccord, encore une fois, ce n'est pas une baguette magique, ça ne veut pas dire que 100% des cas, votre enfant va collaborer, va se plier à ce que vous lui demandez, etc., etc. Mais en tout cas, vous allez grandement augmenter vos chances. Si ce n'est pas raccord, vous avez 98% de chances d'obtenir des comportements opposants. OK? Donc ça, c'est vraiment ce besoin d'authenticité. Il est vraiment en lien avec vous, avec comment est-ce que c'est juste et bon pour vous à ce moment-là. Je vous le dis souvent, hein, être parent d'un enfant à haut potentiel, devenir un parent inspirant, c'est pas apprendre une nouvelle manière d'être parent. C'est redécouvrir le parent que vous êtes déjà. Retourner à vous faire confiance à votre intuition de maman. Revenir à ce qui vous paraît juste et bon. Vous êtes celles et ceux qui connaissaient le mieux vos enfants, qui savaient le mieux de quoi ils ont besoin quand ils en ont besoin. Sauf que, entre-temps, on a eu plein d'injonctions de la société, les films, les séries télé, la grand-mère Ginette, l'oncle Paul. Tout le monde est venu nous dire comment est-ce qu'il fallait faire avec notre enfant. Je partageais dans la formation professionnelle cet après-midi que pour moi, ça a commencé à la maternité. J'ai eu 48 heures d'accouchement, j'étais bien crevée quand même quand j'ai enfin réussi à accoucher. Et puis moi, je suis une maman solo par choix, donc je savais que quand j'allais rentrer chez moi, j'allais être seule avec mon fils. Et donc, mon intuition m'a dit, ça fait 48 heures que tu as des contractions, tu es crevée, il est enfin là, confie-le à la pouponnière parce que quand tu vas rentrer, tu vas avoir besoin d'avoir de l'énergie. OK? Ça, c'était mon intuition de maman. La société, elle m'a renvoyé quoi? Mais enfin, madame, vous pourriez quand même dormir avec votre enfant. C'est mal de confier son fils à la pouponnière. Sans avoir aucune idée qu'en rentrant, j'allais être toute seule et que les nuits de réveil et autres, moi, j'avais conscience que c'était moi qui allais les gérer et que je n'allais pas donner un coup de coude pour dire « Allez, ce coup-là, c'est toi qui y vas. » OK? Donc, la société, tout de suite, vient nous dire comment être un bon parent. Reconnectez-vous à vous ce que vous savez de vos enfants, à vous ce que vous savez de ce que vous êtes capable de donner à un moment donné. Ça ne sert à rien d'aller lire une histoire à votre fils ou à votre fille ou si vous êtes crevé et que vous allez le faire à contre-cœur. Je peux vous assurer que dans 100% des cas, le coucher va être compliqué derrière. C'est bien plus efficace de dire à votre enfant, tu sais quoi, je suis crevée ce soir, je n'ai pas l'énergie de te lire un livre.
Tu me la lirais, toi, l'histoire? On peut switcher, on peut innover, on peut mettre du nouveau. Et votre enfant va se dire, bah ouais, maman, elle est fatiguée. Oh, maman, elle est fatiguée. Ça veut dire que moi, des fois, j'ai le droit d'être fatiguée aussi. C'est cool, cette affaire-là. La prochaine fois que je vais être fatiguée, je vais pouvoir dire, ah non, bah, ça, là, ce que tu es en train de me demander, là, je suis fatiguée, je n'ai pas très envie. Imaginez toutes les compétences que vous êtes en train de développer chez votre enfant avec ça. OK? Donc, ce besoin d'authenticité, c'est une clé, c'est un chemin. Ce n'est pas un truc qui se fait en un claquement de doigts. C'est un chemin, c'est un entraînement, c'est un chemin sur lequel on avance, comme je vous le dis toujours, petit pas par petit pas. Il ne s'agit pas de tout modifier demain dans votre façon d'être parent, mais vraiment de vous rapprocher de qui vous êtes vraiment. Vous allez voir que, franchement, ça fait du bien. Ça allège un peu les épaules, ça allège un peu de charge mentale. Et puis, ça fait surtout du bien dans la relation avec nos enfants parce qu'elles deviennent beaucoup plus apaisées, beaucoup plus sereines. OK? L'autre besoin dont je voulais vous parler, c'est le besoin de cohérence des enfants à haut potentiel. On a souvent tendance à mélanger le besoin de cohérence avec un besoin qui serait celui de vivre dans un monde qui ne bouge pas. Le besoin de cohérence, il vient souvent déranger dans les familles parce que souvent, quand je parle de ce besoin de cohérence, on me dit « Ah ouais, mais moi, quand je prends une décision, bah, mon mari, lui, il ne fait pas pareil. Ou ma femme, bah, lui, elle ne veut pas faire comme ça. » Ce n'est pas de ça dont ont besoin vos enfants. Vos enfants, ils n'ont pas besoin que le monde soit lisse. Ils n'ont pas besoin que tout le monde agisse pareil. Ils n'ont pas besoin que tout le monde ait les mêmes réactions face à eux. Ce dont ils ont besoin, c'est de vivre dans un monde qui est cohérent, c'est-à-dire dans un monde où, encore une fois, on va pouvoir venir mettre du sens sur tout ça. C'est OK que quand maman rentre la première du travail, on se mette au devoir, on fasse un petit goûter, puis qu'après on se mette au devoir, et puis qu'après on ait un petit temps de jeu. Et c'est OK que quand c'est papa, on fait les devoirs en dernière minute avant d'aller se coucher parce qu'on a oublié, parce qu'on était en train de faire une partie de pelochon ou de je sais pas quoi. On s'est bien amusé avec papa. La cohérence, elle est vraiment au niveau de vos valeurs. La cohérence, elle vient toucher vos valeurs. C'est-à-dire que si je demande à mon enfant de me respecter, et si c'est une valeur forte dans ma vie de famille, le respect, alors la cohérence, c'est que moi, je sois respectueux envers lui, sans concession. Que je lui offre le même respect que celui que j'attends en retour. Que je m'offre le même respect que celui que je demande à mon entourage. Si je demande à mon enfant d'élever son niveau de compétence dans sa gestion des émotions, la cohérence, c'est que je fasse moi aussi ce chemin-là. La cohérence, c'est comment est-ce que vous êtes raccord entre les attentes que vous avez pour votre enfant et les attentes que vous avez pour vous-même. Et vous entendez bien les attentes, pas les exigences. Emmanuel, tu m'as entendu? Les attentes, pas les exigences. Emmanuel et les autres, il y a plein d'Emmanuel dans la salle et il y en a plein qui écoutent le replay aussi. La cohérence, c'est j'essaye d'être le plus souvent, 70% du temps, pas 100%, raccord entre ce que je dis et ce que je fais. Si j'hurle en demandant à mon fils d'arrêter de crier, je ne suis pas cohérente. Si j'hurle et que pour l'instant, je ne sais pas encore faire autrement, il va falloir que j'accepte que mon fils hurle aussi quand il est en colère. Je ne vais pas pouvoir lui reprocher d'hurler. Je ne vais pas pouvoir lui donner des injonctions d'arrêter d'hurler. Il va falloir que j'accepte ça. Si je lui demande de ne pas hurler quand il est en colère, alors il va falloir que je m'applique à moi-même ça. Si je détermine que dans cette famille, on va se coucher quand on est fatigué et que c'est un truc qui est très important dans ma vie de famille, ici, quand on est fatigué, on va se coucher. Je ne vais pas pouvoir somnoler devant Netflix toute la soirée alors que j'ai envoyé mon fils se coucher. Je ne suis pas cohérente. N'oubliez pas que vos enfants ne font pas de différence entre le statut d'adulte et le statut d'enfant. D'accord? Donc, les valeurs que vous mettez en place dans vos vies de famille, il faut qu'elles soient vraies pour vos enfants, mais il faut qu'elles soient vraies pour vous aussi. Si je détermine que
dans cette famille, on ne dit pas merde et putain. Bah, papa et maman non plus, ils ne le disent pas. Sinon, je ne suis pas cohérente. J'ai des parents comme ça, hein, parce qu'on a cette croyance qui nous vient de je ne sais où, que passé un certain âge, on a le droit d'être grossier. Vous avez vu ce truc-là? Les enfants, ils n'ont pas le droit. Et passé un certain âge, on peut se lâcher. C'est le festival du gros mot et ça pose de problème à personne. Bah, si je demande à mon enfant de ne pas dire de gros mots, il va falloir que j'en dise pas non plus, même si j'ai 30 ans de plus. Parce qu'en vrai, il n'y a rien qui justifie ça. Alors, sauf si quelqu'un ce soir dans le chat ou dans l'audio peut me dire ce qui justifie ça, en vrai, il n'y a rien qui justifie ça. Parfois, il y a des choses qui justifient. Parfois, je peux dire, bah ouais, moi je suis fatiguée, mais je vais quand même rester devant Netflix parce que tu sais quoi, j'ai passé la journée à m'occuper de vous, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais là, j'ai besoin d'un moment où je me fais plaisir juste à moi. Mais à ce moment-là, je ne détermine pas que dans notre famille, on va se coucher quand on est fatigué. OK? C'est juste une question d'être OK avec soi-même. Si moi, j'observe que c'est quand même un truc qui me fait kiffer le soir quand les enfants sont couchés, d'aller regarder un truc qui me vide la tête, où je n'ai pas besoin de penser, ou une série pour laquelle je suis passionnée en ce moment, c'est OK. Et c'est OK de quand même envoyer son enfant se coucher, mais pas sur la base de « t'es fatigué, donc va te coucher ». C'est pas cohérent. Sur la base de au vu de ton âge, voilà le nombre d'heures de sommeil dont tu as besoin pour être pleinement en forme demain. Et donc, je vais te demander d'aller te coucher. Et ça peut pas être une valeur familiale. Vous voyez la différence? OK? Donc, voilà les besoins, le besoin de sens, le besoin de cohérence et le besoin d'authenticité qui sont vraiment 3 besoins vitaux chez les enfants au potentiel, ou en tout cas qui, quand ils ne sont pas respectés, vont créer des situations conflictuelles et vont faire en sorte que les enfants vont assez systématiquement adopter des comportements qui sont dérangeants. 2 stratégies, changer de regard sur les comportements de vos enfants, commencer à jouer à, quand il agit comme ça, OK, qu'est-ce que j'aimerais à la place? Est-ce qu'il est capable de faire autre chose? Ou est-ce que, non, ça, en fait, en vrai, il ne l'a jamais appris. Vous savez, pour ce truc de compétence, j'aime bien donner cet exemple-là. J'ai plein de mamans en accompagnement qui me disent « Ouais, mais tu te rends compte, il a 15 ans, je suis encore obligée de lui préparer son sac d'école. Et l'autre jour, je n'ai pas préparé son sac d'école, il avait oublié tous ses cahiers. Alors, heureusement que je continue de lui préparer. OK? À quel moment tu lui as appris à préparer son sac d'école? Je ne lui ai pas appris, il a 15 ans. OK? Donc, tu as imaginé que tu lui as préparé jusqu'à ses 15 ans, puis qu'un matin, il s'est réveillé en sachant le faire parce qu'il a 15 ans. Non, il va savoir le faire parce que tu vas passer de je le fais à ta place à je le fais avec toi et puis je lâche petit à petit. Vous savez, c'est comme quand les enfants apprennent à marcher. Ils ne se lèvent pas un matin puis ils marchent, ou alors c'est très haut potentiel là, pour le coup. D'abord, on leur tient les 2 mains et puis on les fait marcher comme ça pendant des jours et des jours. Puis un jour, on les sent un peu plus solides, alors on enlève une main. Et puis, ils continuent de marcher comme ça des jours et des jours. Et puis, un jour, on enlève les 2 mains, mais on continue de sécuriser l'appartement. On leur fait des petits parcours, on évite les coins de table, on surveille du coin de l'œil, etc. Et puis, quand ils tombent, on les encourage en leur disant « Allez, relève-toi, tu vas y arriver ». C'est pareil, le développement des compétences. Si vous avez tenu les 2 mains de votre enfant pour qu'il prépare son sac et que vous avez préparé son sac à sa place pendant 15 ans, puis tout d'un coup, vous enlevez les mains, n'imaginez pas qu'il va se mettre à courir. OK? Il va falloir petit à petit lui transmettre les compétences nécessaires pour un jour être en capacité d'être autonome sur la préparation de son sac. Mais on ne va pas enlever les mains d'un coup et se dire « quand même, il a 15 ans, il pourrait quand même savoir le faire. » OK? Donc, c'est vraiment ce changement de regard. Et puis, faites en sorte d'être attentif à ces besoins-là pour vos enfants et retournez à cette authenticité. Hello Agnès, coucou. Retournez à cette authenticité dans vos vies de parents. Vous savez déjà ce qui est bon ou pas pour vous. Et puis, si vous ne le savez pas, parce que parfois, quand je parle de ça, il y a des mamans qui me disent « Ok, c'est vrai, une authenticité, parent inspirant, ok, mais comment je fais ?» Je dis « Moi, je ne sais pas faire ça. » Essayez.
Faites des expériences. Essayez de faire autre chose que ce que vous faites d'habitude. Et puis, regardez si ça a été joyeux pour vous, si ça a été confortable, si ça a été naturel. Si ça a été joyeux, confortable et naturel pour vous, et qu'en plus, ça a amélioré la qualité de la relation avec votre enfant, gardez ça. Si ça a été un calvaire, que vous avez cherché vos mots et que vous vous êtes dit « Ah mais non, c'est pas comme ça qu'il faut formuler, c'est comme ça. » Et « Oh, j'aurais pas dû avoir cette attitude-là, j'aurais plutôt dû faire comme… » C'est que c'est pas ça. C'est juste que c'est pas ça. Et vous allez vous découvrir comme parent en faisant des expériences. Et chacune de vos expériences n'est jamais un échec, c'est une expérience. Si ça n'a pas marché, si ça n'a pas été confortable, si ça n'a pas été naturel et spontané pour vous, c'est que ça ne vous correspond juste pas. Et qu'il faut aller chercher autre chose, il faut aller essayer autre chose. Et je vous assure, et peut-être que Sophie, Agnès et d'autres pourraient vous le partager, je vous assure que c'est sur ce chemin-là qu'on se découvre et qu'on finit par trouver ce qui est OK pour nous. OK ? Voilà pour ce que je voulais vous partager ce soir sur les meilleures stratégies. Comme vous le voyez, comme d'habitude, je n'ai pas de truc clé en main à vous donner, je n'ai pas de baguette magique, j'ai un chemin à vous inviter à suivre, j'ai un chemin sur lequel vous inviter à faire vos premiers petits pas. Ne visez pas haut, regardez là où vous en êtes et dites-vous c'est quoi le prochain petit pas. Vous avez toute la vie pour en faire plein d'autres des petits pas et arriver peut-être à ce parent idéal que vous vous imaginez. En vrai, ce parent idéal que vous vous imaginez, sur le chemin, son image, elle va grandement se modifier, je peux vous l'assurer. Mais en tout cas, il faut avancer sur le chemin. OK ? Est-ce qu'il y a des questions sur ce contenu-là, des partages, tout ce que vous voulez, dans le chat, avec les micros? Vas-y, Manuel. Merci. Avec plaisir. Si, du coup, le point que je veux bien discuter, avoir ton avis, c'est que je pense que moi, ce qui m'interpelle le plus peut-être aujourd'hui, même si tout m'interpelle, c'est cette recherche de sens. Parce que je pense que c'est quelque chose qui, petite, quand j'étais moi-même enfant, c'est quelque chose en effet que je ne supportais pas, que du coup, en effet, et mes parents étaient plutôt dans un mode, voilà, du coup… Parce que… oui, voilà, c'est comme ça, et sans trop… Et la discussion coupée court, où je n'avais pas forcément ma place pour discuter. Donc, je pense que j'ai toujours été vigilante, depuis que mon coco est petit, à être en train d'expliquer. Et en fait, je pense que je l'ai fait beaucoup, plutôt que justement d'être parce que ça me semblait super important de le mettre parce que ça allait pour moi et je me suis dit, je vois bien que ça allait pour lui parce que du coup, il y a le pourquoi et je rentre dans les négociations. Le problème, c'est que il y a vraiment cette habitude de négociation qui est maintenant ancrée et on voit bien, alors par exemple, si je prends l'exemple des jeux vidéo, qui chez lui, du coup, alors probablement, alors je sais pas à quel point il y a le TDAH et du coup, en tout cas, il y a une addiction qui s'est créée depuis… voilà, c'est le point sensible. Donc, on est obligé d'aller couper de manière enfin, voilà, on est obligé de mettre des règles assez strictes quand même. Et pourtant, j'ai X discussions avec lui quand même. On prend le temps par moment, en effet, de lui réexpliquer pourquoi ce jeu-là, ça nous semble important de vraiment le limiter, pourquoi on met plus celui-là, le besoin, j'ai besoin qu'on fasse autre chose. Pareil, les journées où je suis moins disponible, exactement ça. Là, je suis pas là, tu vas être plus disponible, je vais te laisser. Mais là, aujourd'hui, je suis là, je te demande de faire moins d'écran. Mais ça reste un conflit et c'est l'une des sources d'opposition, du coup, la plus importante. Et c'est vrai que du coup, je trouve ça difficile. On est obligé de couper aussi dans les négociations par moment. Et en fait, là, ce n'est pas juste une recherche de sens parce que du coup, il l'a échec par moment, par lumière. En effet, il est capable de me dire, bon, je vois bien que ce jeu-là est un peu trop addictif et que je déconne dedans. Donc, je sens bien qu'il l'a entendu, mais n'empêche que c'est la source de conflit, quoi. Je vais te répondre, merci beaucoup pour cette question parce que ça permet d'apporter une nuance qui est vraiment importante. On donne du sens à nos demandes, à nos attentes, typiquement pour le jeu vidéo, par exemple, on va prendre cet exemple-là. Je donne du sens sur le fait que j'ai observé que quand tu fais trop d'écran, derrière, tu es désagréable. Derrière, tu n'as plus aucune capacité d'attention et même tes chaussettes, tu ne sais plus où tu les as mises. Même si les garçons, en vrai, ils ne savent jamais où ils ont mis leurs chaussettes. Mais voilà, tu as une capacité d'attention qui est très réduite. Tu es plus agressif dans ta manière d'être avec nous.
J'ai donné du sens à pourquoi moins de jeux vidéo. D'accord? Maintenant, est-ce que c'est OK pour toi de couper au bout de 2 heures de temps de jeux vidéo? Je dis un truc comme ça. Ouais, OK, c'est OK pour moi. Et puis, au bout de 2 heures, bah, ouais, mais maman, encore 20 minutes, encore 30 minutes, encore 40 minutes et la négociation. Là, on réexplique plus. Là, on dit OK, pour l'instant, tu n'es pas encore capable de te tenir au contrat qu'on a passé, donc c'est moi qui applique le contrat. Le pourquoi du comment, tu le sais, on en a parlé 1001 fois. Un jour, tu vas être capable par toi-même de dire « Ah, là, je sens que je m'énerve un peu, j'éteins. » Pour l'instant, tu n'es pas encore capable de ça. C'est OK, tu es encore jeune, tu n'as pas encore développé cette compétence. Et donc, c'est mon job de maman de le faire à ta place. Mon rôle de parent, c'est de prendre les décisions que tu n'es pas encore en mesure de prendre. Le jour où j'observerai que quand tu sens qu'un jeu commence à te faire monter un peu en pression, tu éteins en disant « Waouh, là, je m'énerve, je vais faire autre chose et puis je rejouerai plus tard », alors il n'y aura même plus de règles sur les jeux vidéo. Mais pour l'instant, tu n'as pas encore cette capacité-là. C'est typiquement les mêmes problématiques au niveau du coucher. Les enfants qui ne veulent pas se coucher et qui négocient pendant des heures et des heures, c'est le jour où tu seras capable d'aller te coucher quand tu sens que tu es fatigué, ou le jour où tu seras capable de te lever le matin sans que je vienne 4 fois dans ta chambre et que tu ne seras pas d'une humeur exécrable au petit déjeuner et que tu seras capable de faire ta routine du matin sans que je sois derrière toi et que je vérifie que tout est fait, alors tu pourras choisir ton heure de coucher. C'est aussi transmettre aux enfants qu'il y a certaines décisions qu'on prend nous, comme parents, parce qu'ils n'ont pas encore les compétences pour les prendre. C'est important pour 2 choses. D'abord, ça vous replace dans cette position de leader de la famille, de celui qui a le dernier mot quand l'enfant n'est pas capable de l'avoir pour lui-même. Et ça laisse aussi un champ de possible à votre enfant. C'est-à-dire qu'il se dit « Waouh, mais ça veut dire que si demain, je suis capable de stopper le jeu vidéo, peut-être potentiellement même je peux en faire plus souvent. Ah, ça me donne envie de développer une compétence, ça. Ça me donne envie peut-être de faire un petit effort là-dessus. » OK? Partout où les enfants vont pouvoir gagner du pouvoir, ils vont être motivés pour développer une compétence, soyez-en certains. Donc, c'est vraiment important de ne pas l'annoncer comme étant une sanction, mais de l'annoncer comme quand tu seras en mesure de prendre cette décision-là pour toi-même, alors j'aurai plus besoin d'intervenir. Aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que tu n'es pas dans cette capacité-là, donc c'est moi qui prends la décision. Et on ne part pas dans des négociations interminables. Ils sont très forts, les enfants à haut potentiel pour ça. On a donné du sens, on a expliqué, ensuite on stoppe la discussion. Ça te parle, Emmanuel? Oui, après, du coup, par exemple, sur cet exemple-là, en effet, il est encore dans une phase où, en effet, j'ai mis des contrôles parentaux qui arrêtent pour d'ailleurs pas moi être en conflit avec lui, pour pas que ce soit moi qui arrive, que du coup, voilà, c'est ça la règle, le truc va s'arrêter, tu le sais, pour éviter de rentrer. Bon, il demande un peu de temps supplémentaire. Et ce que j'étais en train de dire, et le truc, c'est qu'il a développé comme compétence qu'il a développé par rapport à ça, c'est qu'il est très fort pour hacker tous les contrôles parentaux. Eh oui, j'en étais sûre. Ouais. Mais et voilà, au lieu d'acquérir cette… Et du coup, je lui dis, mais tant que tu vas hacker le truc, moi, je vais remettre. Et du coup, on est dans ce truc-là. Je vais remettre. Et du coup, je l'enlèverai quand tu arrêteras de hacker. Moi, j'aurais tendance à t'inviter à faire l'expérience de couper le contrôle parental et de lui dire, OK, aujourd'hui, tu as tant de temps, tu as tant de temps d'écran dans ta cagnotte de temps d'écran. Tout ce qui est dépassé, c'est déduit de demain. Je détermine avec des enfants qui sont très addicts. En vrai, ce n'est pas une addiction, le jeu vidéo. C'est juste que ça vient combler son ennui. On n'est pas dans de l'ordre de l'addiction. C'est juste que pendant que je joue aux jeux vidéo, je n'ai pas le cerveau qui tourne à vide. Donc, je suis moins anxieux. Donc, je suis moins angoissée. Et donc, ça m'occupe l'esprit. C'est souvent ça chez les enfants à haut potentiel. Détermine par jour. En début de semaine, en fonction de ton emploi du temps, si c'est clair, des fois, ce n'est pas si facile à faire, mais en tout cas, quand c'est possible à faire, détermine, aujourd'hui, tu auras tant de temps, demain, tu auras tant de temps, en fonction de nos emplois du temps respectifs. Tout ce qui sera dépassé sur une journée sera déduit du lendemain. Il n'y a plus de conflit. Il fait 3 heures alors qu'il avait droit à 1h30 et que le lendemain, il avait droit à 1h30. Ah, désolé, tu as zappé ton quota hier. Aujourd'hui, il n'y a pas.
ça va l'aider à se responsabiliser. Peut-être que de lui-même, il va dire, tu sais quoi, aujourd'hui, je fais 3 heures et tant pis, demain, je n'aurai pas. OK. Gère ta cagnotte comme tu en as envie. L'idée, c'est vraiment d'essayer de le responsabiliser sur son temps d'écran. Et puis, on va aussi parallèlement aller dans « Ah, là, tu vois, tu n'as fait qu'1 heure. Waouh, on peut plaisanter. C'est agréable de discuter avec toi. Ah, là, tu as fait 3 heures. Tu as vu l'effet du jeu vidéo quand tu as fait 3 heures? Tu as vu comme tu te sens plus tendu? Tu as vu comme tu es plus agressif, comme il y a moins de trucs qui te donnent de la joie dans ta journée? » On va aller faire prendre conscience aux enfants. Les enfants n'ont pas conscience de ça. Ils sont dans la recherche de plaisir immédiat. Donc, le plaisir immédiat, c'est de jouer. Et puis, ils n'anticipent pas la conséquence de ça. Il faut que la conséquence, elle tombe systématiquement. Soit dans un premier temps, tu dis, OK, moi, ce qui est confortable pour moi, c'est de stopper et de définir qu'à partir de maintenant, il y a tant de temps et quand j'ai annoncé tant de temps, il y a tant de temps et quand c'est fini, je coupe tout. Et il n'y a pas de stratégie de contrôle parental qui délègue mon autorité parentale. OK? C'est moi qui viens dire, OK, tu n'as toujours pas cette compétence, c'est pas grave, tu vas l'acquérir, mais là, c'est moi qui prends la décision. Soit j'estime qu'il a les compétences pour le gérer mieux de lui-même et je lui donne des temps. Regarde au niveau de ses compétences, qu'est-ce que tu estimes le plus judicieux en fonction de ce que tu le vois faire dans d'autres domaines. Est-ce que dans d'autres domaines, il est capable de se réguler sur un temps donné ou pas? Si dans d'autres domaines, il n'est pas capable de voir le temps passer, il n'a pas encore la compétence pour réguler son temps d'écran non plus. Donc, regardez bien pour chacun et chacune, où est-ce qu'il en est, votre enfant? S'il passe 1 heure sous la douche et qu'il vous dit j'ai pris une douche vite fait, vous pouvez en déduire que peut-être la notion du temps n'est pas encore calée. Et avant de lui demander de gérer son temps d'écran, on va déjà travailler sur le rapport au temps. OK? Il faut que les attentes et les demandes que vous ayez, elles soient raccord avec les niveaux de compétences de vos enfants pour ne pas les mettre en échec systématique. Et en attendant, tant que la compétence n'est pas acquise, je fais moi. Tant que mon fils ne sait pas se faire à manger, je cuisine. Hein. Le jour où il sera en capacité de se faire des plats sains et équilibrés, il pourra manger à l'heure qu'il veut et ce qu'il veut de ce qu'il y a dans le frigo. Tant qu'il n'a pas cette compétence, c'est moi qui détermine le repas. OK? Donc, c'est vraiment changer de regard sur notre rôle de parent. Ça te parle, Emmanuel? Ça t'aide un peu? Oui? Super. OK, une autre question sur ces changements de regard. Hein. Alors, encore une fois, je vous le répète, ce n'est pas un truc claquement de doigts, c'est un chemin. Dès demain, dans le mail de demain qui va vous inviter à revoir le replay et puis à voir la conférence de je ne sais plus qui, parce que là, tout de suite, je ne sais plus qui, mais je le saurai ce soir quand je vous écrirai le mail. Je vais vous mettre aussi un lien pour ceux qui souhaitent rejoindre l'Académie des parents aspirants pour pré-réserver votre place parmi les membres VIP. Vous pourrez rafler des bonus supplémentaires pour ceux qui seront sur cette liste-là. Donc, je vous mettrai le lien dès demain et puis dans les prochains emails aussi. Je vais créer une liste spéciale de gens qui savent déjà, qui sont intéressés pour poursuivre l'aventure de ces lives inspirants, des rencontres inspirantes, de cet accompagnement humain qu'on a ensemble lors des lives. Les conférences sont un plus dans l'Académie des parents inspirants. L'Académie, c'est vraiment, et je vous réexpliquerai tout ça, mais c'est vraiment ce contact humain, ces échanges en direct avec moi et avec les autres parents. Ça prend différentes formes, mais c'est toujours du direct et c'est toujours dans de l'échange humain et dans cette recherche, comme on a fait là avec Emmanuel, d'aller mieux saisir quels sont les besoins de cet enfant-là, de cette maman-là, avec qui elle est, etc. Donc, ceux qui savent déjà dès aujourd'hui, qui se disent « mais moi, je sais déjà que je veux continuer l'aventure », vous aurez un lien demain. Il suffira simplement de remplir le petit formulaire. Ça vous dirigera vers la liste email de ce que j'ai appelé les VIPs de l'Académie. Et quand j'ouvrirai les inscriptions, vous serez prioritaire j'ouvrirai 2 jours avant les inscriptions pour vous parce que j'ai prévu des super bonus pour l'ouverture de l'Académie des parents inspirants. Et je trouve normal que les personnes qui savent déjà, qui ont vraiment envie de cet engagement-là, puissent les récupérer en premier. Donc, vous aurez déjà le lien dès demain dans votre email. Une autre question
coup, c'est tout bon pour vous, Guylaine, Olivier, Philippe, Marika, Virginie, Isabelle, Roselyne, Ghislaine, Stéphanie, Marie-Josée, Bernadette et les autres. Ben, écoutez, si c'est bon pour vous, j'espère que ce live inspirant vous aura permis de faire déjà des nouveaux petits pas sur votre chemin de parents, de regarder les choses autrement, de comprendre qu'être parent d'un enfant à haut potentiel, oui, c'est une belle opportunité. Oui, ça vient avec des défis. Oui, on se pose plein de questions. Oui, on ne sait pas toujours par quel bout il faut prendre les choses, mais qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de stratégie clé en main. Il y a un chemin sur lequel je vous accompagnerai avec plaisir, comme je l'ai fait déjà avec Agnès, avec Sophie, dans d'autres espaces, avec Bertrand, avec Estelle, avec Sandrine, avec Paul. Je vais en oublier, donc je vais arrêter de les citer parce que après ils vont me dire tu ne l'as pas cité. Je vais en oublier. C'est avec grande joie et grand plaisir que je vous accompagnerai sur ce chemin dans l'Académie des parents inspirants si vous voulez le rejoindre. Et pour ceux qui ne sont pas encore sûrs, qui ne savent pas encore, les portes ouvertes, elles continuent. On se retrouve jeudi 21h, 23h pour les rencontres inspirantes. Et puis dimanche pour le dernier live où je vous partagerai qu'est-ce que c'est que d'être un parent inspirant, justement. Et puis, je vous présenterai tous les coins et les recoins de l'Académie des parents inspirants pour ceux qui ont besoin d'avoir encore plus d'informations. Philippe qui dit un grand merci, c'était super intéressant à tester pendant les vacances, effectivement, même si c'est chez Pépé Claude avec tonton Jacques. Ouais, c'est mon truc. Il y a grand-mère Ginette aussi, des fois, qui vient s'inviter, mais parce que je trouve que c'est très parlant. Merci beaucoup, Philippe. Virginie qui dit pas de questions, c'était super intéressant. Ok, un grand merci, Séverine, Emmanuel, merci infiniment, merci beaucoup pour ce live. Merci à vous de votre présence, d'être là en direct, parce que définitivement, ce que j'aime, c'est faire des directs avec vous. Roselyne qui dit qu'elle voit le chemin. Merci pour l'engagement aussi que vous êtes en train de prendre pour vous, pour être plus épanoui dans votre parentalité. Vous y avez droit. Donnez-vous ce droit de vivre une parentalité épanouie, même avec un enfant atypique, même avec un enfant avec des défis. Faites-vous ce cadeau de vous dire, à partir de maintenant, je vais mettre de l'engagement et de l'énergie à ça parce que vraiment, je vous assure que ça vaut le coup et je vous assure que je n'ai pas le temps de faire de l'étude de cas, on en fera peut-être dimanche, mais je vous assure que ce soit Sophie, que ce soit Agnès, même si on prend que ces deux-là, je vous jure que le chemin qu'elles ont fait, il est immense et ça a été très rapide. Donc, vraiment, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Merci Guylaine, à très bientôt. Je vous embrasse. Je vais vous écrire le mail de demain parce que bien entendu, il n'est pas prêt, sinon ce serait trop simple. Et puis, je vous donne rendez-vous jeudi. Et en attendant, vous avez aussi les autres conférences que vous pouvez visionner. Agnès qui dit, je confirme, il y a un avant et un après. Merci beaucoup Agnès. À très bientôt tout le monde. Ciao, ciao, bonne soirée.